Bienvenue sur Géopolitis. C'est une monarchie absolue. Dans ce pays, le roi est à la fois chef d'État et chef du gouvernement, et quand le roi meurt, sa succession est immédiatement assurée par l'un de ses frères ou demi-frères. Dans ce royaume, tout empreint de tradition, la Constitution, c'est le Coran, la loi, c'est la charia, il n'y a pas de parti politique, pas de syndicat, pas de cinéma, pas de concert, mais énormément de richesses car il y a du pétrole, tellement de pétrole que cela représente 90% des recettes budgétaires de la nation. Ce pays, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est récemment imposée à la une de l'actualité en raison de la mort du roi Abdallah et de la désignation du prince Salman comme nouveau souverain wahhabite. Allié géopolitique indéfectible des États-Unis, défenseur du monde sunnite, ennemi farouche d'un Iran et d'un Irak majoritairement chiites, le royaume est actuellement face à un avenir incertain. Géopolitis examine les 3 menaces qui pèsent sur ce pays de 30 millions d'habitants, la menace djihadiste, la menace du chômage et du pétrole, aussi curieux que cela puisse paraître, et enfin la menace institutionnelle avec ce système dynastique et politique totalement figé. Mais d'abord, un constat. L'Arabie Saoudite est un immense chantier. C'est en Arabie, à Jeddah, au bord de la mer Rouge, que l'on est en train de construire la plus haute tour du monde, la Kingdom Tower, 1001 mètres. La première construction du monde a dépassé en hauteur 1 kilomètre. C'est à Riyad que l'on met au point un système de métro de 87 stations, 170 kilomètres de ligne. Un entrepreneur français, au vu de tous ces contrats, estime que l'Arabie Saoudite vit ses 30 glorieuses, à savoir des décennies de développement inouï, dans un pays qui possède des réserves financières immenses. On dit que ces réserves sont de l'ordre de 700 milliards de dollars, c'est-à-dire une somme supérieure au PIB de la nation. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, 5e. Le royaume est immense, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la superficie de la France, près de 50 fois la Suisse. Ce royaume donc est soumis à des tensions externes et internes qui menacent ses fondements. Le système de succession est archaïque, on l'a dit. Il date évidemment du temps du fondateur de la dynastie, le roi Ibn Saoud. Le pays semble incapable de se réformer. Le royaume wahhabite d'ailleurs n'est plus la grande puissance régionale qu'il était face à un Iran de plus en plus omniprésent sur la scène mondiale. À cela s'ajoute la menace djihadiste, ces djihadistes venus du Yémen ou d'Irak. Et déjà, certains se posent la question, y aura-t-il, dans un proche futur, un printemps arabe en Arabie ? C'était au début de l'été 2014. En toute hâte, les autorités saoudiennes dépêchaient 30 000 soldats de la garde nationale à la frontière du pays avec l'Irak. Et pour épauler l'armée nationale, le commandement faisait venir très discrètement plusieurs milliers de soldats égyptiens et pakistanais, dont des éléments des forces spéciales. La crainte, pour ne pas dire l'angoisse des Saoudiens, une incursion de djihadistes dans le royaume même, ce qui serait un formidable aveu de la faiblesse militaire et de la fragilité du régime d'Arabie Saoudite. Lequel régime sait pertinemment qu'une fraction non négligeable de ses sujets professe une certaine sympathie, pour ne pas dire plus, pour des mouvements tels que Daesh. Daesh qui, c'est un comble pour Riyad, se réclame du wahhabisme, cette version ultra rigoriste de l'islam qui est le fondement même du royaume fondé par le roi Saoud. C'est une situation inédite. En Arabie, les besoins en énergie ne cessent de croître et ce, dans des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, sur 9 à 10 millions de barils de pétrole produits chaque jour, on estime que 3 millions sont consommés sur place, entre autres, par tout le parc automobile ou pour la production d'électricité dont la moitié, c'est énorme, est consacrée à dessaler l'eau de mer. À ce rythme, disent les spécialistes, dans 20 ans, tout le pétrole produit servira à la consommation sur place. Autre grave souci pour le royaume, le chômage. Désormais, le pays n'est plus en mesure de fournir du travail à toute sa population active. Chaque année, ce sont 300 000 jeunes saoudiens qui arrivent sur le marché du travail. Or, le taux de chômage est de l'ordre de 25%. L'idée serait de ne plus cantonner ces jeunes saoudiens dans le secteur public, qui leur est traditionnellement réservé, mais de les diriger vers le privé. Problème, dans ce secteur privé, 85% des postes sont occupés par des expatriés.
C'est une parfaite gérontocratie. Le roi Abdallah, âgé de 90 ans, est décédé le 23 janvier dernier. Son successeur, le roi Salman, lui, a 78 ans. En Arabie Saoudite, il faut le rappeler, le pouvoir, jusqu'ici en tout cas, ne s'est jamais transmis de père en fils. La succession est de type horizontal, elle s'effectue entre les fils du fondateur du royaume moderne en 1932, le roi Abdelaziz Ibn Saoud, lui-même décédé en 1953. Seuls ses fils, pour l'instant, ont pu accéder au trône. Il y a eu le roi Faisal, le roi Khaled, le roi Fahd, le roi Abdallah et à présent le roi Salman. Et c'est le roi Abdallah qui avait essayé de rationaliser le système. Il avait mis en place un conseil d'allégeance qui regroupe toutes les branches de la famille royale avec une consigne, que le trône revienne aux plus aptes des enfants ou petits-enfants du fondateur Abdelaziz. On sait qu'en coulisses se déroulent des luttes violentes et continues entre tous ceux qui se sentent aptes à la charge royale. L'invité de Géopolitis, Nadia Bolen, qui est porte-parole de Amnesty International Suisse. On va partir d'un cas particulier en ce qui concerne cette Arabie Saoudite, parce que Amnesty a été très en pointe là-dessus. C'est la défense d'un blogueur, Raif Badawi. Pourquoi est-ce que vous êtes attaché à ce cas précis? C'est un blogueur qui doit être condamné, qui doit être fouetté parce qu'il a écrit tout simplement sur Internet. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce cas particulier? Bon, il est emblématique d'une situation générale en Arabie Saoudite qui vise à réprimer la liberté d'expression depuis le printemps arabe. Raif Badawi a été condamné, effectivement, comme vous le dites, parce qu'il a créé un forum en ligne dédié au débat public. Et pour ça, il est condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet répartis sur 20 semaines. Il a déjà reçu les 50 premiers coups de fouet. Et puis, ces coups ont été suspendus pour des raisons médicales parce que ses plaies qu'il a maintenant, ces cicatrices ne se sont pas refermées suite au premier coup qu'il a reçu. Alors, il y a deux choses, il y a le crime et le châtiment. On va parler du châtiment, cette manière de fouetter les gens. Mais le crime, comment les Saoudiens, ils disent, c'est un crime d'avoir un blog et de défendre la liberté, parce que tout ce qu'il voulait, c'était échanger, ce blogueur. Oui, alors tout à fait. Il y a Raif Badawi a été condamné suite à des chefs d'accusation complètement flous, comme manipulation, non-soumission à l'autorité, je crois. Il y a non-allégeance au souverain, manipulation des foules contre l'autorité. Et puis ce genre de chefs d'accusation sont typiques de ceux qui sont utilisés contre des militants pacifiques qui ne font rien d'autre que d'exprimer librement leur opinion. Et ces chefs d'accusation ont aussi été introduits depuis 2014 dans une loi antiterroriste au terme de laquelle on condamne les militants pacifiques, on muselle des personnes qui ne font rien d'autre que demander pacifiquement des changements. Mais ce cas-là, le cas de Raif Badawi, il est connu. Donc c'est vrai que c'est plus facile, je veux dire, à en faire une figure de combat plutôt que tous ceux dont on ne connaît même pas le nom. Alors Raif Badawi a été médiatisé, effectivement, il est connu, mais un nombre d'organisations des droits humains comme Amnesty International ou des organisations des droits humains sur place connaissent les noms d'autres prisonniers politiques. Il y en a d'autres qui sont également connus, comme par exemple des femmes avocates qui se sont engagées pour la défense de femmes qui ne peuvent pas conduire en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde où les femmes sont interdites de conduire. Eh bien, ces femmes-là ont également été condamnées au terme de la loi antiterroriste, selon des chefs d'accusation complètement flous. Donc Raif Badawi est vraiment emblématique de ce climat de répression des militants pacifiques. On parlait du délit, voire du crime, parlons du châtiment, ce mode effectivement de punition. Ça vous semble quoi? Barbare? C'est pour ça que vous menez le combat, parce que cette punition, elle est barbare, elle est d'un autre âge? Elle est complètement contraire au droit international qui prohibe les châtiments corporels. Et puis, elle est effectivement extrêmement douloureuse au niveau physique et psychologique. On peut utiliser le mot de barbare. Alors, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue. Qu'est-ce qu'une monarchie absolue peut avoir à recevoir de conseils d'une organisation comme la vôtre, comme Amnesty International? Alors, c'est pas le même registre, tout simplement. Amnesty International, c'est justement sa force, c'est très pragmatique et puis négocie des changements au pas à pas. Donc, on sait qu'il y a par exemple la peine de mort qui est appliquée aussi en Arabie Saoudite. On procède à des décapitations, le plus souvent. C'est le 4e pays au monde qui procède à des exécutions après la Chine, l'Iran et l'Irak. Mais on peut attendre. Et les États-Unis aussi, faut pas l'oublier. Juste avant les États-Unis, ouais. Et il faut pas attendre d'un pays comme l'Arabie Saoudite qu'elle abolisse d'un coup la peine de mort, mais peut-être qu'elle peut respecter certains standards juridiques dans l'application de la peine de mort. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que votre combat
particulièrement sur l'Arabie Saoudite, a déjà porté ses fruits dans quelques domaines que ce soit? Le roi Salman parle maintenant d'une possible grâce de prisonniers politiques. On espère que cette grâce va avoir lieu. Le problème, c'est que par le passé, il y a déjà eu ce type de grâce, mais c'est que le problème, c'est que les prisonniers sont approchés et puis ils doivent signer une décharge comme quoi ils s'excusent d'avoir fait des crimes, produit des crimes, alors qu'ils sont coupables de rien du tout. Ils ont simplement exprimé leurs opinions. Et puis, ils doivent également signer une décharge selon laquelle ils s'engagent à ne plus poursuivre leurs activités. Donc ça, c'est inacceptable pour Amnesty. Mais on salue tout de même le fait que ces personnes puissent être libérées. On espère, on attend qu'elles soient libérées. Vous parliez tout à l'heure du sort des femmes. Alors, on parle toujours, effectivement, et vous l'avez fait, des femmes qui n'ont pas le droit de conduire pour X raisons en Arabie Saoudite. Mais dans le même temps, quand même, il y a un droit de vote qui est reconnu aux femmes pour certaines élections. Donc il y a quand même un petit progrès, quelque part. Oui, et puis elles ont été introduites dans le conseil de la Choura, cet important conseil consultatif qui conseille le roi. Elles ont pu accéder à certains postes sur le marché du travail, notamment dans des cours. Mais de manière générale, les femmes demeurent largement discriminées. Elles sont complètement soumises et légalement soumises à la tutelle de l'homme depuis leur naissance. Dans les bâtiments publics, à la maison, dans les maisons, il y a souvent 2 entrées, une pour les femmes et une pour les hommes. Enfin, et puis si l'Arabie Saoudite avait vraiment voulu progresser dans le sens de l'égalité entre hommes et femmes, il aurait au moins supprimé cette interdiction grotesque de conduire, pour laquelle des femmes sont maintenant emprisonnées. Bon, mais est-ce que là, il ne s'agit pas d'appliquer des standards, je dirais, occidentaux à des pays comme l'Arabie Saoudite, qui, encore une fois, vivent à l'heure d'une monarchie absolue? Et qu'il n'y a pas un décalage entre ce que l'on souhaite et ce que eux souhaitent ou ce que eux vivent là-bas directement? Alors là, je crois que pour le coup, il n'y a pas du tout de décalage parce qu'il y a un niveau de vie qui autorise tout le monde à conduire et puis de facto, il y a des femmes qui conduisent. Mais c'est une question de mentalité. C'est pas seulement une question de droit de l'homme, c'est ça que je veux dire. C'est une question de mentalité, mais je pense que la société, les mentalités de la société, elles sont beaucoup plus avancées que ce niveau de loi qui est complètement obsolète par rapport au stade où se trouve la société actuellement. D'ailleurs, ces femmes qui postent des photos d'elles sur Facebook, sur Twitter, sur les blogs, au volant de voitures, montrent bien où en est la société et puis que la mentalité est prête à évoluer. C'est sur ce mot qu'on va conclure cet entretien. Merci Nadia Belen. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Amnesty International Suisse. Merci de nous avoir parlé de l'Arabie Saoudite. Merci à vous. On dit volontiers que l'Arabie Saoudite est un pays fermé sur le plan intérieur. Ce n'est pas faux. L'Arabie est l'un des rares pays au monde qui ne délivre aucun visa de tourisme. Seuls les pèlerins ou les hommes d'affaires dûment chaperonnés sont autorisés à visiter le royaume. L'argument des Saoudiens consiste à dire « nous ne sommes pas fermés puisque nous nous ouvrons largement au monde extérieur ». Autre argument fréquemment entendu dans la bouche des dirigeants saoudiens, nous n'avons pas à nous adapter au monde, c'est aussi au monde à s'adapter à nous. Argument qui pèse de peu de poids face aux convulsions internes que connaît actuellement le régime, lequel œuvre de manière à ce que aucune information dérangeante ne circule, compte tenu d'une contestation interne qui est en train de saper les fondements même du royaume wahhabite, compte tenu aussi d'un climat quasi insurrectionnel d'une minorité chiite saoudienne remarquablement tenue à l'écart au point qu'à l'étranger, on en ignore jusqu'à l'existence. C'est là la marque d'un pays qui, de facto, et quand bien même un nouveau roi vient d'être désigné, est et reste fermé sur le plan intérieur. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette émission consacrée à l'Arabie Saoudite, à votre disposition, séquences vidéo, infographies, site internet et archives. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.